Donc l'éco-conception agroalimentaire, donc si on rappelle le cycle de vie d'un produit agroalimentaire, donc on a les enjeux à la ferme, ensuite on a les procédés de transformation, l'emballage, la logistique, l'étape d'utilisation qu'on va être préparation et dégustation, et la fin de vie qu'on peut aussi associer à du gaspillage. Quand on s'intéresse aux produits agroalimentaires, souvent on s'intéresse à se dire mais finalement l'impact c'est les emballages. Et puis finalement quand on regarde où sont les enjeux environnementaux sur un produit, on a d'un côté une bouteille d'eau et de l'autre côté une pizza. On va regarder l'ensemble du cycle de vie et là on est sur une approche monocritère. Et quand on regarde, eh ben, on se rend compte que la bouteille d'eau, son plus gros impact, il est sur l'emballage et le transport et la distribution. Dans l'agroalimentaire, on va plutôt avoir le profil comme de la pizza, où finalement c'est l'étape agricole qui va être le plus impactant par rapport au transport ou à l'emballage. L'éco-conception en agroalimentaire, elle se base sur 4 axes principaux, ce qu'on trouve typiquement dans les entreprises. La première approche, c'est l'éco-conception des emballages. Ensuite, on va voir l'optimisation des processus de transformation. Donc, comment je peux réduire l'empreinte environnementale dans mon usine de transformation des produits agroalimentaires. On a aussi de la recherche sur comment éco-concevoir des ingrédients, à savoir comment je peux essayer de réduire l'empreinte environnementale de ma ferme, plutôt dans une approche filière. Et puis j'ai un autre sujet qui a émergé ces 3 dernières années, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le sujet par rapport à ces 4 axes stratégiques qu'on trouve classiquement sur l'éco-conception de produits agroalimentaires, c'est que on oublie dans tout ça un petit peu le client. À qui est destiné ce produit et quel est le sens qu'on va donner au produit agroalimentaire vis-à-vis d'une démarche d'éco-conception. Et ça sous-entend aussi la question de qui conçoit un produit agroalimentaire. Qui sont les décideurs? Et ben on a deux personnes stratégiques dans l'histoire. On a le marketing qui va définir les enjeux de développement d'un nouveau produit ou le développement d'un produit déjà existant. Et on va avoir le service de formulation de la recette qui va définir le produit en lui-même. L'objectif de tout ça, c'est de donner du sens dans les produits agroalimentaires, c'est raconter une histoire pour une meilleure acceptation du marché vis-à-vis de ces produits éco-conçus en agroalimentaire. Derrière tout ça, on retrouve nos 4 axes d'éco-conception et l'objectif, c'est d'attaquer par le consommateur, comment lui donner du sens dans ce produit-là, revenir à une échelle marketing et développement de produits pour ensuite influencer les cahiers des charges dans ces 4 stratégies que je vous ai décrites qui représentent le cycle de vie du produit. Un autre enjeu en éco-conception, en agroalimentaire, on a un label qui est très puissant, le label biologie, qui finalement pose question sur comment éco-concevoir un produit agroalimentaire au-delà du label biologique. Et ça, c'est une vraie question. Mais finalement, l'optimum d'un produit éco-conçu en agroalimentaire, est-ce que c'est pas simplement le label biologique? Et nous, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on pourrait aller sûrement plus loin que cette approche sur les ingrédients en agriculture biologique. Alors, ce qu'on propose, c'est du coup reprendre le cycle de vie du produit agroalimentaire et de focaliser sur différentes stratégies d'éco-conception. Donc, les premières stratégies, c'est des stratégies utiles à la formulation d'une recette. On a les pratiques vertueuses à la ferme, les processus de transformation, les emballages, l'utilisation du produit et limiter le gaspillage. Et les stratégies utiles à la formulation, on a déterminé 16 stratégies. On a développé dans un guide sur l'éco-conception en agroalimentaire et je viens de publier la synthèse de ce guide. Donc on a développé 16 stratégies qui sont réparties en 4 grandes classes. Donc les ingrédients, des réflexions sur la recette et l'organisation de l'entreprise, sur des cas particuliers spécifiques à des ingrédients particuliers et les tendances d'évolution dans les produits agroalimentaires. Alors les premiers sur les ingrédients, on a le choix des sources de protéines et l'origine animale et végétale. On a la substitution d'un végétal à l'autre. L'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis la recherche, les ressources halieutiques. Ensuite, sur la recette et l'organisation, on a la saisonnalité. Alors comment on peut intégrer de la saisonnalité dans un processus industriel et les réflexions vis-à-vis de l'environnement par rapport à ça. Les exigences du cahier des charges. Pourquoi telle exigence sur la couleur, le calibrage, etc.
Est-ce qu'on pourrait pas revoir certaines exigences à la baisse pour essayer de réduire le coût environnemental et limiter le gaspillage, par exemple. Le choix dans les justes proportions, l'approvisionnement des ingrédients entre le local, le lointain et les éléments de stockage des ingrédients, ce que ça veut dire sur les différentes solutions de stockage, les modes de conservation des ingrédients, donc je reviens à l'approvisionnement. Ensuite, les cas particuliers sur les additifs alimentaires, les édulcorants, l'approche de satiété, les huiles végétales et sur les farines. Donc ça, on est sur des ingrédients spécifiques. On a essayé de balayer un petit peu l'état des connaissances sur ces différents sujets ou des niveaux de réflexion qu'on pourrait avoir là-dessus. Et ensuite, les tendances, on avait réfléchi un petit peu sur la cuisine moléculaire et sur la tendance du fait maison, ce que ça voulait dire en termes d'enjeux environnementaux, de partir dans des tendances de ce type. Chaque stratégie que je vous ai mentionnée, elle est développée dans le guide vis-à-vis de son contexte et des enjeux environnementaux. Il y a une synthèse de l'état des connaissances qu'on a pu trouver dans le cadre de la rédaction du guide sur les enjeux et cette stratégie. Et ensuite, on a une réflexion vis-à-vis de l'élaboration d'une recette, comment cette stratégie, si on avait à le réfléchir dans le cadre d'une élaboration de recette éco-conçue, comment ça pourrait se traduire. Et sur certaines stratégies qui sont très bien développées, dont on a suffisamment de connaissances, quels sont les argumentaires marketing que l'on pourrait utiliser pour vendre le produit qui a été réfléchi suivant cette stratégie. Toujours dans l'objectif de donner du sens dans l'éco-conception en vue de toucher des consommateurs. Ensuite, donc les pratiques vertueuses à la ferme, je mets ça un petit peu de côté, et puis ça revient aussi sur une approche ingrédient, donc formulation de recettes, échanger les cahiers des charges. Si j'attaque le processus de transformation, l'objectif, si on dessine un processus de transformation, alors ça c'est un schéma que j'ai extrait du guide sur éco-innovation en agroalimentaire qui a été fait par le programme des Nations Unies, qui a rédigé un guide sur éco-innovation en agroalimentaire. Donc j'ai récupéré ce schéma de leur guide. Donc on a un processus agroalimentaire, on a des entrants, on a des entrants qui sont les ingrédients, des sortants qui sont les ingrédients transformés, et puis à côté de ça on a de l'énergie, du travail, de la lumière, etc., de l'eau, et on a des déchets qui sortent du process. Donc il y a certains entrants qu'il faut minimiser, certains sortants qu'il faut minimiser et certains sortants qu'il faut maximiser. Si je reprends ce schéma-là, on l'a développé suivant différents processus agroalimentaires. Donc le calibrage, le lavage, le découpage, brassage ou mélange, la cuisson, le séchage, la gestion du froid, la mise en conditionnement et le nettoyage des machines. Donc il y a d'autres process, mais la philosophie de fonctionnement est toujours la même. Donc on a un process, par exemple le lavage, on a des entrants, des énergies de l'eau, et puis on a des sortants, de l'eau usée, des boues et des éléments non alimentaires, type paille, insectes, etc. Et du coup, on propose ces schémas-là avec des réflexions sur ce que veut dire l'éco-conception vis-à-vis de la construction d'un de ces process agroalimentaires. Et du coup, des indicateurs à mettre en place pour évaluer leur performance dans un objectif d'améliorer ces process. Donc voilà, pour le côté process agroalimentaire. Ensuite, on a les emballages. Les emballages, alors là on va faire un focus un petit peu plus important sur les emballages parce que c'est souvent une clé d'entrée de l'éco-conception en agroalimentaire, d'attaquer le premier sujet, l'emballage, qui paraît le plus impactant, et de commencer à réfléchir sur ces questions-là. Donc la première des questions qu'on pourrait se poser, c'est à quoi sert un emballage? Alors ce qu'il faut bien comprendre, un emballage, c'est pas simplement l'emballage qu'on va trouver en magasin. L'emballage a 3 niveaux. Le premier niveau qu'on va appeler emballage primaire, ou l'unité de vente consommateur. L'emballage secondaire, c'est l'emballage de regroupement. C'est par exemple la caisse américaine. Et on va avoir l'emballage tertiaire, qui va être la palette et le film de l'ensemble. Et en fait, quand j'éco-conçois un emballage, il faut bien avoir conscience que je conçois un emballage, mais qui ne doit pas avoir des reports d'impact, des transferts d'impact d'un niveau d'emballage à un autre. Imaginons que je fais des choix de conception pour réduire l'impact de ma bouteille de lait, mais ces choix de conception vont avoir une influence négative sur l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire, parce qu'il va falloir renforcer des cartons ou des protections, etc., ou mettre des mousses de protection, etc. Quand j'éco-conçois un emballage, il faut bien avoir conscience de ces 3 niveaux d'emballage et des choix de conception qu'on va faire par rapport à ces 3 niveaux. Alors, on peut aussi se poser la question à quoi sert un emballage, parce qu'on pourrait tout simplement se dire éco-concevoir un emballage, c'est finalement supprimer l'emballage.
Alors c'est oublier que l'emballage a plusieurs fonctions et que éco-concevoir en disant je supprime cet emballage, et ben ça veut dire je supprime les fonctions que peut remplir un emballage. Donc d'avoir conscience de ces fonctions et de savoir qu'on peut travailler sur ces fonctions pour essayer d'éco-concevoir un produit permet d'ouvrir le champ de ce que peut être l'éco-conception dans les emballages. Les fonctions d'un emballage, le premier c'est de contenir et de conserver le contenu du produit, de transporter, stocker, de rendre visible le produit en magasin, d'attirer le consommateur et aussi de l'informer sur les prétentions de ce produit et tous les aspects réglementaires en termes d'information consommateur. C'est de faciliter les opérations de conditionnement du produit. C'est de faciliter l'usage pour le client une fois qu'il est arrivé chez lui. C'est les protections contre le vol en magasin et regrouper les différents produits entre eux quand on a des offres promotionnelles par exemple ou des packs de lait ou d'eau. L'éco-conception dans les emballages, c'est une histoire de compromis entre toutes ces fonctions d'un emballage et que grosso modo les choix de conception qu'on va faire pour essayer d'avoir des réductions d'impact significatives dans les emballages, eh ben il va falloir travailler sur les fonctions et renier certaines fonctions de l'emballage. Donc c'est des choix délibérés. Alors je vais m'expliquer vis-à-vis de 4 exemples en éco-conception dans les emballages. Le premier des exemples, c'est une bouteille d'eau. Ben, vous avez tous remarqué, à force de réduire l'épaisseur de la bouteille d'eau, en fait, on a renié sur la fonction de préemption de la bouteille. Effectivement, une bouteille, plus moins elle est épaisse, bah du coup, on la préempte quand on la prend dans sa main et qu'on la serre, et ben elle a tendance à s'écraser sous la propre force de sa main, et du coup, il y a un risque de renverser de l'eau un petit peu partout quand on prend la bouteille. Et du coup, on a renié sur cette fonction. Sur un tube de tomates concentrées, on a retiré la cartonnette et du coup, on a un risque parce que mettre des tubes sur des tubes et d'essayer de les empiler sur un rayonnage, ça marche moins bien que des cartonnettes qui ont une forme rectangulaire. Donc, on renie sur la fonction de présentoir et de facilité. Donc, il y a un risque aussi de casse et du coup de gaspillage de ces sauces. Il y a aussi la fonction de communication, rendre visible en rayon et informer le consommateur. La cartonnette offre plus de surfaces de communication et des surfaces plates, donc on a renié sur ces fonctions. Un coulommier où on a supprimé la cartonnette et à la place de la cartonnette, on imprime directement sur le papier de protection. Donc du coup, on a une moins grande résistance sur le fromage. Il y a plus de chances qu'il soit écrasé. Il y a aussi des transferts d'odeur du frigo au fromage ou du fromage au frigo qui peuvent se réaliser, des problématiques de coulure qui peuvent apparaître aussi. Donc, finalement, on a aussi rogné sur quelques fonctions à travers ce choix délibéré de retirer la cartonnette. L'impression sur le film est aussi moins bonne qu'imprimée sur du carton. Donc, on a aussi rogné sur la qualité d'impression. On a un autre produit, c'est un édulcorant, donc c'est du sucre concentré. On a retiré le blister en plastique et la cartonnette. Du coup, on est beaucoup moins visible en rayon. Le produit est beaucoup plus petit. On augmente aussi le risque de vol potentiel en magasin. Donc, on a renié aussi sur ces fonctions de lisibilité, de marketing en magasin. Et du coup aussi peut-être d'information consommateur. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu ce que veut dire l'éco-conception vis-à-vis des fonctions et le fait qu'on challenge les fonctions dans un projet d'éco-conception. Et du coup, cette approche de compromis à travers les choix d'éco-conception que l'on peut faire. Alors, si je reviens sur l'éco-conception et des stratégies plus fines sur le produit, on peut réfléchir au choix de la matière première. Alors, la grande tentation des industriels, à savoir quelle matière première est la moins impactante pour réaliser un produit éco-conçu, c'est de tenter d'aller chercher dans des logiciels d'analyse du cycle de vie ou dans BI. Donc BI, c'est le bilan environnemental des emballages, c'est un logiciel simplifié d'ACV proposé par Eco-Emballage, d'aller chercher l'impact environnemental de chaque matériau vis-à-vis d'un kilogramme. Sauf que pour emballer par exemple un litre, une unité commune, j'ai pas forcément besoin de la même quantité de matière entre du carton, de l'acier, de l'aluminium, du plastique ou du verre. Donc en fait, c'est complètement faux d'aller chercher un comparatif kilo-matière, puisqu'il faut aller chercher vis-à-vis de la contenance de son emballage, l'emballage équivalent verre en acier, en aluminium, en carton, etc. pour bien voir à contenance égale quelle quantité j'ai réellement besoin pour pouvoir faire ce comparatif matière et du coup savoir quelle est la matière la moins impactante.
Une autre stratégie, c'est de réduire l'épaisseur de mon emballage. Donc là, on avait vu typiquement les compromis que ça pouvait faire sur la bouteille d'eau par rapport à la préemption. Là, par exemple, vous avez aussi une boîte de bonbons entre le avant-après. La taille de l'emballage n'a pas changé, c'est juste qu'on a choisi un carton un peu moins épais. Donc sur la production annuelle, ça fait une réduction de 20 tonnes de carton. Donc là, on est sur une petite réduction parce qu'on ne touche pas du tout l'emballage, on reste sur exactement le même emballage et c'est juste le poids qui est réduit. On peut réfléchir aussi à la forme de l'emballage. Classiquement, un emballage, il est parallélépipédique, donc là, vous avez typiquement les dimensions d'un paquet de céréales moyen, donc c'est une moyenne de 10 paquets de céréales qu'on a pris dans le commerce, et on a essayé de voir pour le même volume emballé, donc ici on était parti sur des dimensions d'1 litre, et ben quelle était la forme qui permettait d'avoir le moins de surface extérieure, du coup à iso-épaisseur, d'avoir le moins de matière possible. Et quand on se rend compte de ça, eh ben on se rend compte qu'on a différentes formes et que la forme la plus efficace, eh ben c'est la sphère. C'est celle qui va pouvoir contenir le maximum de volume pour un minimum de surface extérieure. Donc à iso-épaisseur, celui qui va demander le moins de quantité de matière. La sphère présente aussi énormément d'inconvénients en termes de logistique parce qu'elle roule, elle va pas se mettre en rayon, elle est compliquée, on va perdre de la place un petit peu partout. Ensuite, on va retrouver le cylindre dont le hauteur et le diamètre ont les mêmes dimensions et on va avoir une augmentation de 14% de surface extérieure par rapport à une sphère. Ensuite, on a le cube qui présente 24% de surface en plus par rapport à la sphère, et le paquet de céréales qui représente 59% de plus de surface visible vis-à-vis d'une sphère. Si on fait le ratio entre un cube d'un même volume de 1 litre et un paquet de céréales d'un même volume, on a une augmentation de 28% de la surface extérieure. Alors pourquoi tous nos emballages ne sont pas cubiques? Eh ben en fait, pour une autre raison, qui est une raison marketing et qui est une raison très puissante dans l'emballage, c'est la surface visible entre un cube et un paquet de céréales, eh ben elle est de 2,56 fois plus grande vis-à-vis du cube. Le parallépipède, pour une augmentation de juste 28% de quantité de matière, présente 2,5 fois plus de surface visible en rayon. Donc c'est la raison principale pourquoi nos emballages ne sont pas cubiques. On peut aussi réfléchir au vide perdu dans les emballages. Il faut savoir que quand vous voyez tous les emballages autour de vous et que vous faites le ratio entre le contenu de l'emballage, donc le produit réellement qui est emballé, et le volume parallépipédique inscrit dans lequel peut rentrer votre emballage, donc celui qui va prendre de la place en rayonnage, en logistique, etc., puis ce fameux parallépipède inscrit, et ben on se rend compte que les taux d'efficacité des emballages est relativement faible. Par exemple, une pizza, il y a 49% de l'emballage parallépipède dans lequel rentre une pizza qui représente du vide. Un pack de bière, c'est 40%. Il y a 40% d'efficacité, donc 60% d'un pack de bière est constitué de vide ou de verre. Cet indicateur, on peut le raisonner sur l'unité de vente consommateur, mais on peut aussi le raisonner sur le niveau 2 d'un emballage ou le niveau 3. Donc on pourrait concevoir son emballage pour essayer d'optimiser cet indicateur et sur ce fameux vide perdu, ce qui fait des gains énormes en logistique derrière. On peut aussi réfléchir à la phase d'utilisation, donc réfléchir à la quantité de produits qui peut sortir de l'emballage de façon facile par rapport à la quantité contenue dans l'emballage, et du coup on pourrait appeler ça le taux de restitution du produit. Et l'idée c'est de tendre vers 100% du taux de restitution pour que 100% du produit mis dans l'emballage soit réellement consommé. Donc on peut travailler sur la cuillérabilité, donc la forme de l'emballage pour qu'avec des ustensiles on puisse sortir sans difficulté l'ensemble du contenu de l'emballage. On peut réfléchir à des becs verseurs qui vont permettre de restituer l'intégralité du produit. On peut réfléchir à de la consommation différée. Donc c'est des emballages refermables ou proportionnables en fonction des objectifs du produit. Réfléchir sur des conseils sur la juste dose, etc., etc. C'est quelques stratégies que je vous souligne, mais il y en a plein d'autres dans les emballages. Ensuite, sur la fin de vie du produit, donc l'idée, ce que moi je vous conseille de faire quand on éco-conçoit un emballage, c'est de respecter les consignes d'éco-emballage
créer un emballage qui ne vient pas perturber les filières de tri déjà existantes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de faire des choses exotiques, de faire quelque chose qui se va bien dans les filières, qui est validé. Et si vous avez un doute ou si vous voulez aller un peu innover, de consulter Péco Emballage pour leur dire attention, on va sortir tel produit ou on a l'objectif de sortir tel produit. Est-ce que vous nous validez que ça va pas perturber les filières? Pour aller plus loin, en fait, il existe des tas d'outils et des tas de guides pour faire de l'éco-conception dans les emballages. C'est plutôt quelque chose qui est très bien renseigné. N'hésitez pas à aller télécharger les différents guides. Nous, le pôle éco-conception, on a sorti un guide récemment, le mois de septembre, sur éco-conception des emballages, mais il y a aussi d'autres guides qui existent. Il y a le Conseil national de l'emballage. Il y a des outils type bilan environnemental des emballages, d'éco-emballage, des diagnostics possibles, etc., etc.